c'est de comprendre l'histoire de cette ville. C'est-à-dire, cette ville a une histoire qui n'est pas forcément liée au côté magnifique, évidemment, de Vauban, patrimoine mondial, etc., mais qui est liée à plein d'autres petites choses qu'on va essayer de vous expliquer et qui ont été pour nous des indices de modernité, alors que le premier réflexe que nous avons eu, c'est celui de regarder déjà en cartographie, avec des outils iconographiques, comment s'est formée cette ville jusqu'à aujourd'hui, avec ses qualités, avec ses défauts. Une ville a toujours un intérêt, et comment, finalement, le premier travail que nous avons fait avant de nous concentrer sur la rationalisation, la rentabilité de la ZAC, de faire finalement un travail un peu standard qui se fait en France un peu partout, nous on est parti d'une toute autre manière, c'est-à-dire on s'est dit, regardons d'abord cette ville et trouvons une logique d'un dispositif de cette ZAC. Notre première démarche, pour nous, c'est l'image suivante, ce que nous avons appelé l'histoire sourde du lieu, qui est une chose qui met, on revient peut-être sur le titre, qui est une chose qui est très importante pour moi, puisque je suis parallèlement enseignant, et qu'il y a un livre qui porte ce titre, auquel j'ai profondément participé. Et l'histoire sourde du lieu et d'une ville, ce n'est pas forcément ce que l'on voit, c'est ce que l'on n'entend plus, c'est toute cette stratification qui s'est passée. Pour arriver à la comprendre, il faut faire les images que vous allez voir succinctement, c'est-à-dire, pas si vite, on va y aller doucement, c'est-à-dire comment, tout simplement, elle s'est formée, à la fois physiquement, à la fois topographiquement, à la fois architecturalement, et à la fois dans son évolution paysagère. On découvre des choses qui ne sont pas une accumulation de documents, mais qui sont déjà des indices de projet, et on voit se former petit à petit le quartier de Sainte-Catherine, la fortification, la ville fortifiée, les grands cours d'eau, c'est-à-dire les deux grandes présences de l'eau. Et puis, on a regardé finalement, en remontant du XVIIe siècle jusqu'au XXe, comment s'est constituée cette ville. Alors, c'est pas pour faire une exposition ou une accumulation de documents, c'est que là, quand on voit comment s'est constituée une ville, et qu'on arrive au XXIe siècle, qu'est-ce qui devient intéressant? C'est ce qu'il y a perduré, à la fois physiquement et mentalement. Qu'est-ce qui a perduré? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on est à même de faire, aussi bien par des chemins médiévaux qui sont restés, aussi bien par des murs, des canaux, la chaussée, Vauban, la Chape, un certain nombre de choses qui petit à petit sont devenues un inventaire, je dirais, culturel et patrimonial absolument indispensable et qui ne se voit plus au fur et à mesure que lorsqu'on regarde cette carte de la première moitié du XXe siècle, on se rend compte que tout d'un coup, il y a eu une accélération de l'histoire absolument prodigieuse qui s'est démultipliée de manière beaucoup plus grande que lorsque l'on fait une montée en puissance qui part, grosso modo, du Moyen-Âge pour arriver jusqu'au XIXe. Naissance de l'industrie, tout à fait légitime, arrivée d'une gare. Toutes ces choses font qu'une ville moderne, évidemment, prend sa modernité, mais une des caractéristiques du XIXe siècle et du XXe siècle, c'est que le XIXe et le XXe n'ont pas cette même attention au développement des villes. Les villes se sont faites avec d'autres modes de production que les organisations précédentes, où il y avait le centre-ville, où il y avait des exploitations agricoles, où il y avait... voilà. En même temps, on arrive à cette image, qui est une image, on reviendra tout à l'heure, très loin
des premières images de constitution de ville et qui font que tout d'un coup, Briançon n'est pas loin de ressembler, sur une image comme celle-là, sauf si on a un regard, n'est pas loin de ressembler à des villes comme il y en a beaucoup, c'est-à-dire que tout d'un coup, les éléments forts, les éléments structurants, eh bien, ont disparu par une accumulation, un urbanisme normal, une ville qui se densifie, mais sans schéma directeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'on ne va pas faire une critique de la ville, on n'est pas plus là pour faire une critique de la ville, mais sans schéma directeur, et on voit là que finalement, on a un élément très fort avec les casernes, on a un élément très fort, évidemment, avec Vauban, on a un élément très fort avec le parc de la Chape, on a un élément très fort avec l'usine de soie là, qui vient d'être une très bonne nouvelle, qui vient d'être achetée, donc il sera sauvé. Et on se rend compte qu'on a des moments où, lorsqu'on fait un regard plus particulier sur une ville, même s'il est dans un état un petit peu diffus, comme cette image, on se rend compte que, ne serait-ce que par l'analyse, on peut commencer à re-hiérarchiser les choses. On voit dans cette image aussi, quand on se promène dans la ville aujourd'hui, ce qu'on a fait longuement, c'est qu'il y a eu une perte de la lecture, de la géographie, de la topographie, et qu'il y a eu une perte, évidemment, par rapport à cette image. Cette image, paradoxalement, c'est celle qui a été le déclic. Moi, je me souviendrai toujours de la première présentation avec les équipes du concours. À un moment donné, est arrivée présentée par une historienne, si j'ai bonne mémoire, cette carte postale qui montrait des choses très très étonnantes. D'abord, l'organisation stricte et assez magnifique de ces casernes. Deuxièmement, une topographie absolument magnifique arrière, quand bien même ce soit des champs, peu importe, il y avait cette chose très importante qui venait buter contre la chaussée. Donc ça, c'est un élément qui m'a hanté tout de suite dans l'organisation future du projet. On voyait des choses plus faibles déjà, et ça c'est avant, évidemment si on revient sur l'image arrière, c'est avant le fait que tout d'un coup, la clarté qu'avait la caserne, la clarté qu'avait la ville fortifiée, la clarté qu'avait un certain nombre de choses, donnait ce résultat, c'est-à-dire des bâtiments qui se sont mis un peu n'importe comment, des zones délaissées extrêmement intéressantes, et une réflexion qui va se développer au fur et à mesure que l'on regarde non seulement l'histoire, mais aussi l'état des lieux, c'est-à-dire l'état de lieu d'une ville, c'est extrêmement important, et on se rend compte qu'on a, dans des images comme celle-là, une ville qui pourrait être noyée comme bien d'autres, mais qui a cette qualité inouïe d'avoir une périphérie paysagère exceptionnelle, qui, malheureusement, à l'intérieur des dédales de la ville basse, ne se voyait plus. Donc, une des caractéristiques qui était très forte dans les promenades qu'on a fait, dans les explorations photographiques qu'on a fait, c'est comment c'est possible que, tant qu'on est dans la ville haute, on domine les montagnes, on a une vision magnifique, et puis tout d'un coup, dans la ville basse, on n'a plus le grand paysage. On a une ville des vis-à-vis de proximité, quelques échappées sur des bancs, mais on n'a pas ces grandes profondeurs de champ que mérite cette ville. Donc, on a fait un inventaire des choses qui nous paraissaient fondamentales, évidemment. Donc on a commencé à hiérarchiser les choses, on continue, je ne voudrais pas non plus être très long et très didactique. Et quand on revient sur l'image précédente, qui est un moment de cette ville, de cette formation de ville, tout à fait exceptionnel, puisque là, il y a une dominante de la topographie, il y a une dominante de la beauté du paysage, il y a des choses qui aujourd'hui sont classées au patrimoine mondial, et puis cette chaussée qui est un élément qui a un petit peu disparu, et d'où nous, on souhaite en refaire un inventaire patrimonial, on souhaite en refaire un élément fort et ossaturé de cette ville.
ce que l'on voit ici, et comme par hasard, image arrière, toujours, à des dates qui ne sont pas si loin que ça, cet élément-là. Cet élément nous a toujours intéressés parce que, quelque part, il est l'équivalent du parc de la Chappe. Il n'est pas loin du parc de Brunswick, et évidemment, dans quelqu'un qui, comme moi, attache énormément d'importance à l'urbanisme, dans une ville où les systèmes de parcs deviennent des éléments de liaison et de polarité autour de futures constructions, de faire précéder une réflexion sur l'espace public ouvert, celui qui quelque part rejoint une thématique de la santé, qui est un des thèmes forts de cette ville. Cette ville est ville santé, cette ville est patrimoine mondial à Vaughan, cette ville est au pied d'une piste de ski, elle est à la limite d'une station de ski. Cette ville a encore plein d'autres thèmes extrêmement beaux qui, à peu de choses près, peuvent être remis en valeur. On continue. Cette photo est assez fascinante aussi, c'est-à-dire que la chaussée, finalement, on voit bien qu'elle a un rôle extraordinaire d'ossature de la ville, et puis elle se confond, c'est un peu un hasard de l'image, mais elle se confond avec cette idée qui nous a fascinés, même si d'autres pistes arrivaient, parce que, je crois que c'est la photo de nuit qui suit, voilà, parce que on se rend compte que la chaussée est presque plus forte en ossature visuelle dans la ville de nuit que de jour, c'est un paradoxe. On se rend compte que cette ville, finalement, la ville basse, est pas loin, à peu de choses près, d'offrir, à partir de la ville haute, un dispositif et une hiérarchie par la lumière qui peut être aussi très très intéressante et qui fait partie du monde contemporain. Ce jour-là, il y avait une piste de ski éclairée, moi je trouvais ça complètement génial. Un soir, je voyais des gens descendre, ils arrivaient en bas, et finalement, le négatif de toute cette histoire, c'est que les grandes fonctions de cette ville étaient presque plus importantes de nuit que de jour. On continue. Ces photos qui peuvent paraître ingrates ont une qualité très importante. Ces chemins sont des chemins qui sont des chemins médiévaux, c'est-à-dire qu'ils ont traversé plusieurs siècles. Quand bien même l'architecture a changé, les tracés ont duré. Ça, c'est une chose qui nous intéresse profondément. Parce que les persistances des cheminements de l'histoire ont, comme dans beaucoup d'autres endroits, des noms qui souvent sont les mêmes que ceux d'origine. Et ça, c'est ce que j'appelle personnellement un urbanisme mental plus qu'un urbanisme physique. Donc, avec tout ça, on compose une pensée, et petit à petit, on apporte des choses nouvelles, on apporte une lecture qui est oubliée. Il est parfois plus facile, paradoxalement, d'arriver dans une ville, d'y passer 15 jours et de tout regarder, que quelqu'un qui y habite et qui a de telles habitudes qu'il ne sait pas forcément que ce chemin-là est un chemin médiéval. Donc c'est pour nous, jusqu'à maintenant, le fait de l'avoir vu avec un certain recul, avec un œil neuf, va évidemment, au fur et à mesure que nous allons faire monter ce projet, nous rapprocher et de renforcer notre équipe petit à petit sur le monde briançonnais qui nous dira, parce qu'on n'a pas de leçons à donner ici, on n'est pas venu pour des leçons, qui nous dira des choses simples, c'est-à-dire, ok, vous avez redécouvert tout ça, mais on le savait, ok, la ville de santé, il y a une expo en haut aujourd'hui que j'ai vue, qui est une petite exposition qui est dans la ville fortifiée, mais en même temps, il y a cette idée de créer petit à petit, ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire une logique unitaire d'une ville, c'est-à-dire quelque part l'apparition d'un schéma directeur, c'est-à-dire quelque part l'idée qu'on retrouve une hiérarchie de lecture dans une ville qui par endroits ne l'a plus. On continue. On revient sur cette image et évidemment,
Cette image a pris une importance considérable, puisque aujourd'hui, en été, vous avez le mur d'escalade, mais aujourd'hui, vous êtes quand même dans une enceinte de zone interdite, c'est un peu exceptionnel. C'est pour nous la racine, une des racines de notre travail. Je continue. On se rend compte que le terrain du Lotara, qui est un terrain plus ou moins délaissé, on a regardé tous les terrains délaissés. Vous savez, les terrains délaissés, ce sont les terrains qui finalement sont des résidus d'une composition urbaine. Et ça aussi, c'est un thème qui est vachement intéressant parce que lorsque vous regardez les terrains délaissés, bien souvent, ce sont ceux-là qui donnent des visions optiques sur le grand paysage et qui ne montrent même plus la ville. Ça, c'est aussi un des thèmes dans la montée en puissance de la pensée qui font qu'il y a de grandes chances, évidemment, que vous allez le voir, nous allons récupérer ces espaces. On continue. La Chape, c'est un bonheur qu'elle vient d'être achetée pour nous. Quand on a fait le concours, ça n'était pas, il y avait un vrai problème, ça a été racheté aux enchères. Je suis persuadé que la personne qui achète ça, c'est quelqu'un qui aime les vieux bâtiments. C'est un bâtiment qui, dans la mémoire collective, aurait été un désastre s'il avait été déçu, s'il avait été abîmé, abattu, parce qu'il est une mémoire, la soie, une période, l'histoire. Et l'histoire, c'est pas que accumuler l'histoire. L'histoire, c'est mentalement faire rentrer dans la modernité les souvenirs d'une ville, et à ce moment-là, on y est beaucoup plus à l'aise. On continue. Ça, c'est un travail énorme que nous avons fait, c'est-à-dire tous les zones à enjeux. On les a tous individualisés. C'est-à-dire des enjeux particuliers, des opportunités de travailler architecture, paysage, urbanisme. On continue. Deuxième grand thème, l'histoire comme indice de modernité. Deuxième grand thème, c'est une observation paysagère de cette ville. Alors là aussi, lorsqu'on commence à dire qu'on observe le paysager. Le paysager, c'est le sol, c'est la topographie. C'est un immense travail que nous avons fait sur la question des essences forestières, la question des essences dans la ville, c'est-à-dire que vous avez des arbres de plus petite taille, vous avez des arbres de forêt qui sont rentrés partiellement dans la ville, vous avez des arbres fruitiers, vous avez des arbres caducs, vous avez des arbres persistants, vous avez un univers, mais qui aujourd'hui, finalement, est un peu chaotique. À peu de choses près, la hiérarchie paysagère, au sens du monde vivant, nous semblait très importante. Nous avons décortiqué des murs que nous avons considérés comme patrimoniaux, qui vont faire partie des traces sur lesquelles nous avons superposé la modernité par rapport à l'histoire, et nous avons mis en valeur très fortement ces canaux qui ont du sens et qui aujourd'hui sont un peu délaissés. Alors on les a regardés, on les a photographiés, et on considère qu'ils sont évidemment un support fantastique de Venelle, un support fantastique de parcours d'espace public ouvert, quand bien même je sais que nous avons enquêté, il y a des lois, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on passe, il y a des trucs, ça appartient à l'un, ça appartient à l'autre, et je pense avec un peu de convivialité et un peu de discussion, parce que évidemment, un projet comme celui-là ne se fait pas sans la discussion et la rencontre avec tous les habitants de cette ville. Nous ne passerons jamais en force, que je dis au maire. Nous suggérons, nous ouvrons des pistes, mais jamais, 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 nous allons faire les gens qui arriveront, ce sera comme ça et comme ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, j'écoute, je réinterprète. On a une équipe, on filtre et on change. Ce qui a été le cas depuis le concours, parce que ce projet a énormément évolué depuis le concours. Donc on est allé chercher des photos ingrates et petit à petit, on a commencé à sortir, détracer un certain nombre d'éléments qui sont parfois enterrés, qui sont parfois en émergence et qui sont de magnifiques supports de requalification d'espace public. On continue. Voilà, il y a des lieux que vous connaissez tous, qui sont parfois utilisés, parfois moins utilisés. Il y a des espaces qui sont absolument magnifiques
et c'est pas la peine d'aller si vite, mais et pour nous, évidemment, le parc de la Chappe, c'est le départ d'une idée qui m'est personnellement très chère en tant qu'urbaniste, c'est que c'est d'abord, pour moi, une réflexion de la fluidité, de la réflexion des espaces publics, doublée d'une fluidité de circulation voiture et bus, qui fait que c'est après, avec la topographie, que nous disposerons la ZAC, nous ferons le dispositif de la ZAC. Nous n'avons pas fait le dispositif de la ZAC avant avoir regardé tout ça. Ça, ce sont des choses absolument magnifiques. Cet endroit est sublime. Et il a une qualité aussi, c'est que comme tout parc, il donne à voir une mise en scène en profondeur de champ de tout. Cet endroit est une rotation visuelle de plein de choses. Notre idée, c'est ZAC Cœur de Ville. Ce parc, il faut absolument trouver un répondant avec Brunswick et peut-être d'autres lieux pour faire en sorte que ce ne soit pas un mini-parc et de créer, sans que ce soit des voitures, des liaisons de parc à parc en espace public. N'oublions pas le thème de la ville santé, que nous réinterprétons ici, pas forcément par des équipements qui vont se faire dans la partie haute à gauche de la ville, mais tout simplement par l'idée que le prolongement de la notion de ville santé, c'est le prolongement d'une notion de parc bien orientée, avec évidemment une notion d'écoquartier et de toute cette notion de développement durable aujourd'hui. La question de la santé est totalement liée à la question du développement durable, puisqu'il s'agit de moins consommer, de moins polluer, d'utiliser des économies de moyens en termes de consommation. Tout ça, pour moi, c'est une continuité intellectuelle de la notion de santé spécifique liée à Briançon. Ce plan, je ne le détaillerai pas parce que je ne veux pas passer des heures et je ne veux pas non plus faire un truc très long. Il montre juste que nous avons conservé le coteau. Nous avons recaractérisé, par rapport à la chaussée, une requalification d'un axe nord-sud qui, dans l'évolution de la ville basse, est devenu très important. Il était donc très important, une fois qu'on abatte les murs de l'enceinte de la zone interdite, que l'on requalifie une immense avenue qui fait ce chemin, qui arrive sur la place de l'Europe, parc de Brunswick, et qui va chercher la gare, qui mérite, évidemment, mais qui n'est pas le sujet de ce soir, et ce ne sera peut-être pas notre problème à nous, mais nous avons voulu aller du général au particulier pour soulever tous les problèmes. Et en développant ces idées-là, il est évident que la place de l'Europe va devenir piétonne, que ce parc va être un répondant du parc de la Chappe, que Brunswick va se développer pour aller intelligemment pour mener un chemin qui ira vers le Prorel, et que la zone de confluence, dont on ne sait pas quelle est la destinée, devient, à mon sens, un autre sublime endroit de cette ville. Donc cette ville a une potentialité inouïe. Le but, c'est simplement, à quelque chose près, de tout remettre en scène. On continue. Nous avons, pour travailler, fait un quatrième raisonnement, c'est que nous avons saisi cette ville entièrement en 3D. Alors on a passé du temps, on est passé sur Google Earth, on a des outils pour faire ça. Là, c'est pour montrer la ville construite, c'est-à-dire qu'elle est saupoudrée. Intervention suivante, clarification du coteau. Et c'est une proposition, ce n'est pas une proposition définitive, puisqu'il va y avoir d'autres réunions publiques. Donc ici, la question de la zone d'aménagement concerté est en formation, elle est en voie d'acceptation. Donc il n'y a pas de décalage entre le fait de faire un coup de force, non, c'est soumis à l'acceptation dans les réunions. Et on voit tout de suite que Brunswick, place de l'Europe, chaussée, Vauban, une superbe avenue, dont on vous montrera une superbe avenue ici, qui aujourd'hui est un bordure de prison, pratiquement. Des logements
dans une typologie d'organisation urbaine en ville basse, des logements qui habitent la pente, sans gêner les habitants qui sont derrière, et des logements en R+1 dans cette zone-là, qui viennent en respectant totalement le gabarit et les vues des maisons arrière. Une chaufferie, écoquartier, une chaufferie pour la ville, qui aujourd'hui ne présente plus de nuisances, de bruit, qui ne présente plus de nuisances, de pollution. On sait faire ça. Cette chaufferie qui va évidemment servir peut-être qui va être peut-être un des premiers projets de cette ZAC, puisque je rappelle que ce projet n'est pas à prendre ou à laisser, puisqu'il va faire l'objet de plusieurs débats. Et deuxièmement, ce projet va être phasé, donc c'est sur un très très long terme. On continue, et on se rapproche de notre sujet qui était, c'est un mot provocateur, zone interdite, parce qu'à l'intérieur, il y avait quand même l'armée, etc., donc c'est tout à fait digne, mais c'était pour la ville, en tout cas, comme l'a dit M. le maire au début, c'était pour la ville une zone interdite, on n'y allait pas. La ville a cette chance que tout d'un coup, ce territoire s'ouvre. C'est évidemment l'occasion de faire cette notion de projet cœur de ville. C'est l'occasion de faire une opération de grande dignité qui aura, à mon sens, qui peut avoir, à mon sens, une exemplarité de modernité par rapport à la force inouïe de la ville fortifiée. Et donc nous avons procédé, si on reprend l'image d'avant, ça, c'est ce qui existe. On a fait un inventaire des bâtiments qu'on voulait garder parce qu'on les trouvait patrimoniaux importants. C'est les suivants. À partir du moment où on a fait ça, le mur, on va l'abattre à certains endroits et on va le laisser à d'autres. Pas pour faire comme le mur de Berlin, c'est la même chose, mais parce que pour laisser une trace de l'histoire sourde du lieu, qu'il y avait à un moment donné une enceinte. Et ça, on va l'utiliser pour appuyer des projets, pour avoir une séquence. L'image suivante, on a enlevé les bâtiments qu'on a gardés. Alors évidemment, là, le fameux skateboard, ici, pardon, skatepark. Excusez-moi, jeu de mots, mais enfin, erreur. Mais enfin, skateboard, skatepark, il paraît que ça fait du bruit, on en discutera, parce que je crois qu'il y a vraiment des moyens de résoudre ce problème. Cette ville n'a pas le premier skateboard qui fait du bruit et qui emmerde tous les gens qui sont autour, et c'est pas le premier qui va trouver des solutions pour évidemment amortir le bruit. On garde ce bâtiment, on garde celui-là, et puis, suivante, on regarde ce qu'on a dégagé, qu'on transforme volontairement, de manière presque un peu provocatrice, proche de la fameuse carte postale du début du XXe siècle. On affirme très clairement cette avenue, elle devient extrêmement importante. Et elle va, à mon sens, donner une importance considérable, puisque c'est une avenue qui va finalement desservir et puis résoudre énormément de problèmes de fluidité. On continue. Et on dispose des logements en écoquartier, avec jardin partagé, dans une typologie, dans 3 types de typologies, des logements qui sont en alignement urbain, avec porosité sur le parc, donc transparence de la grande avenue sur le parc, les logements dans la pente, et un accès par la partie haute, c'est aussi une chose très importante, qui permet d'une certaine manière d'avoir un parc fédérateur entre la ville haute et la ville basse, ce que n'est pas le parc de la Chape, qui lui est plus en creux, sauf si on utilise un téléphérique, mais là, on a quelque chose qui s'irradie dans la ville haute, qui va chercher la ville haute, et qui, là aussi, débloque énormément de fluidité. Je rajoute les canaux, qui sont autant de venelles, qui vous tirez vers le parc, beaucoup de choses. Berwick est ici, Prorel est ici, la chaussée est ici.
continue. Et on commence, on aborde un quatrième thème extrêmement important dans la conception de ce projet. C'est ce que nous appelons la notion de com visuel. C'est-à-dire que dans la disposition de cette ZAC, c'est pour ça que cette ZAC n'est pas comme une ZAC classique. C'est-à-dire que pour nous, ce sont toutes les contraintes, un inventaire patrimonial, donc on passe vraiment par des choses presque proches des architectes des bâtiments de France, pour après mettre la modernité. Alors que souvent dans les ZAC, on met la modernité, puis après on se démerde avec. Donc c'est pas du tout pardonnez-moi l'expression, c'est pas du tout le sujet ici. Nous, on veut que cette ZAC soit la résultante d'une pensée globale. Donc, ce que vous voyez, les cônes qui sont là, ce sont des champs visuels que nous allons redonner, qui n'existent pas aujourd'hui, que nous allons redonner aux utilisateurs de la ville basse. Champs visuels sur les montagnes, champs visuels sur Vauban, champs visuels sur les vallées, profondeur de champ. Tout d'un coup, on retrouve, même dans un tissu urbain compliqué, ce que nous avions au début du XXe siècle. Je continue. Je décrirai simplement que ces logements qui sont là dominent le parc, ont une orientation magnifique. Les logements qui sont là sont des logements traversants, avec jardin. Évidemment, nous avons dans ce groupe un bureau d'études ultra spécialisé sur la question de la technique de l'économie du projet, qui est Y Engineering. Nous avons un bureau d'études spécialisé sur la question du développement durable, qui est Oasis. Nous avons dans notre propre équipe des gens qui sont à la fois urbanistes, architectes, et qui ont une telle habitude, on a une longue habitude de travailler ensemble, et qui fait que chacun a une, je donnerai leur nom tout à l'heure, mais chacun a une vraie responsabilité, et chacun apporte dans chaque réunion une chose particulière. Et nous avons dans ce plan, finalement, une typologie de logement qui est ici, une typologie de logement en pente et une typologie de logement intermédiaire. Les casernes vont être évidemment réoccupées, elles vont avoir de nouvelles fonctions, et nous allons vous expliquer un petit peu plus tard comment nous allons nous créer de nouvelles polarités. Je fais une remarque très importante, c'est que cette ZAC va apporter des logements, des bureaux, des commerces, éventuellement un marché, des équipements culturels, un espace sportif, des cinémas, et que, évidemment, tout ça ne peut pas se faire d'une manière brutale vis-à-vis des commerçants qui sont à proximité. Il n'est donc pas question de déstabiliser, et c'est pour ça que les réunions publiques sont très importantes, il est question d'analyser le fait que nous ne doublerons pas un commerce qui est du côté de Sainte-Catherine ou qui est d'autre côté. Nous réfléchirons à des commerces de complément par rapport au commerce existant, et nous ne voulons surtout pas déstabiliser et créer un projet qui affaiblirait les commerçants existants, les logements existants de périphérie. Pas question de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrer dans ce concours qu'il y aura des concertations importantes avec les associations de cette ville, avec les commerçants de cette ville, avec les gens qui gèrent la question de l'arrivée du ProRel, c'est-à-dire avec les gens qui s'occupent plutôt du secteur de la santé, avec les gens qui s'occupent de la conservation du patrimoine Vauban. Et tout cet équilibre programmatique, nous avons DAIDU, programmation, qui réfléchit à l'équilibre général d'une programmation qui ne doit en aucune façon affaiblir les gens qui aujourd'hui ont leur métier, leur fonction, leur commerce dans la ville basse.
Nous pensons au contraire que les gens qui sont en périphérie de cette zone vont avoir un apport considérable de gens en plus, vont avoir une qualité de vie considérable en plus, et nous pensons évidemment que tous les gens qui sont en périphérie du parc ou en périphérie de la ZAC vont avoir une valeur ajoutée sur leurs biens ou sur leur lieu locatif. Tout ça est expliqué dans l'exposition, j'espère que vous irez voir les paniers, parce que tout ce que je vous montre c'est dans les paniers, donc je n'ai pas envie de passer des heures à vous expliquer des choses qui sont un peu plus spécifiques. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est vous faire passer un esprit, une manière d'être. On continue. On revient toujours à cette photo, elle revient parce qu'elle nous honte. On continue. Et on voit, petit à petit, des logements. Alors ne les prenez pas comme argent comptant, ce n'est pas de l'architecture, c'est de la faisabilité. Donc je demande aux gens qui iront voir cette exposition, nous sommes dans une position d'urbaniste. Les gens qui construiront ces bâtiments seront des architectes briançonnais, des architectes venant d'ailleurs. Nous leur donnons un support et des règles. Idem pour les images que vous voyez des bâtiments qui sont ici. Ils seront concertés par réunion, projet par projet, avec ce belvédère, le fait que de la rue haute, on descend dans le parc. De la partie entre les deux casernes, on rentre dans le parc. À partir des porosités des bâtiments, on rentre dans le parc. On verra après les programmations, la répartition de programmation proposée à ce jour avant concertation. On continue. On commence à voir des choix organisationnels. Si je suis un peu compliqué, hein, je peux y aller plus vite, plus lentement, vous me dites. Hein. On voit les zones de logement. Ces zones de logement ont une bande en rez-de-chaussée, qui est là, qui reçoit des commerces. Ou peut-être des bureaux, peut-être une cité, des commerces ici, des commerces là. Tout le reste, jardin intérieur, jardin partagé, écoquartier, économie d'énergie, toutes les règles du jeu pour l'écoquartier. Nous avons proposé à ce jour un pôle culturel qui prendrait 2 étages dans cette caserne. Ces 2 étages comprendraient des archives de la ville, une salle de consultation des archives, une cafétéria-restaurant qui marcherait de nuit à proximité, et une médiathèque. À côté de cette médiathèque, un théâtre. Et nous pensons qu'une entrée commune de tout ça serait l'idéal, parce que nous sommes en crise, une seule personne peut gérer l'accueil. Vous allez au théâtre, vous allez à la médiathèque, vous allez au resto, vous allez au truc. Et petit à petit, dans cette zone-là, se crée un pôle culturel qui n'est pas si mal, parce qu'il est à mi-chemin entre Sainte-Catherine. Non, on y va doucement. On reste sur ce qu'on était. On le verra après ça. Voilà. Il est mi-chemin entre, évidemment, la grande montée vers le grand centre commercial. Il a une distribution dont on vous expliquera par la création d'une route qui rejoint le chemin de la Tour, qui nous semble très importante pour la fluidité de la ville. Et il aura un très grand parking devant. On voit très bien la pépinière d'entreprise. On voit très bien le bâtiment conservé qui aujourd'hui est proposé comme un petit musée d'histoire du lieu, c'est-à-dire un petit endroit qui expliquera un petit peu toute cette transformation et qui actualisera, qui sera lieu, on viendra peut-être vite voir sur 15 ans le projet, la maquette, enfin plein de choses. On a un autre pôle qui est un pôle ludo-sportif avec des cinémas et avec la salle
je suis dans le skate park, qui sera le plus vite possible assourdi pour les gens du quartier. Et puis on voit ces logements qui sont des logements dans la pente et qui sont conçus pour ne pas déranger, évidemment, les bâtiments qui sont à l'arrière. Et on voit cette chose très bien par rapport à cette rue haute, c'est la descente du parc, évidemment, qui fait que ça facilite l'accès du parc par rapport au début de la ville haute. Alors, ensuite, il y a, vous le verrez dans une image, une proposition du marché couvert dans cette zone-là, mais là aussi, pas question de proposer une chose pareille sans rencontrer les utilisateurs du marché d'aujourd'hui. On verra si ça s'impose, s'il vaut mieux le laisser à l'endroit où c'est. Chacun a ses habitudes, c'est une idée, c'est une proposition. La chaufferie est ici, et cette chaufferie, elle a un rôle très important, parce que c'est à partir d'elle que la ville de Briançon va faire une économie gigantesque de consommation de chauffage, aussi bien pour la future ZAC, dans un premier temps peut-être pour l'extension du grand, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a un hôpital qui est en train de grandir, donc elle va servir, c'est pour ça qu'elle est urgente. Elle est urgente parce que c'est elle qui donne le tempo. C'est elle qui donne le tempo parce que c'est elle qui donne les veines. C'est elle qui donne les veines du réseau. Et le réseau, ce n'est pas Great Engineering, notre partenaire, qui nous contredira. Les réseaux enterrés, c'est une chose aussi qui ne se voit pas, qui sont dans le sol, qui sont très importantes dans l'organisation d'une ville. D'où, évidemment, lorsque vous voyez ça, vous pouvez dire, mais attendez, ils vont faire ça, avec quel argent, la ville est en difficulté? Pas du tout. Une ZAC s'autofinance lorsqu'elle est bien faite, et deuxièmement, elle se phase sur un très long terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par ça, ce bâtiment-là. Comme on a commencé, très modestement, et puis petit à petit ça a l'air de marcher, cette zone-là, comme on a commencé la réhabilitation de ça, et donc tout peut se faire petit à petit, morceau par morceau, sans partir dans un truc fou, comme ça a été le cas dans certaines ZAC en France, qui ont complètement fait exploser les budgets, créé des dettes, etc. Je crois que là, nous sommes entièrement d'accord avec un temps de long terme, et c'est pour ça que l'importance de l'urbanisme, c'est pas comme une agence de publicité qui tous les matins cherche un nouveau concept. L'urbanisme, c'est un très long terme, et l'intérêt d'une pensée urbaine sur le très long terme, c'est qu'on a un schéma directeur sur lequel on peut s'appuyer, pas forcément dans l'ordre, mais au moins on a, ce que disait M. le maire au départ, une unité globale, à défaut d'une uniformité, ce qui n'est absolument pas le mot juste. On continue. Les coupes montrent que cette ZAC a un impact en échelle extrêmement sobre. Et pourtant, nous arriverons, après un long travail depuis le concours, nous frôlons les 60 000 m² de logements potentiels. Ce qui a les 60 000 m² de logements potentiels, ce qui a l'avantage, même sur le long terme, puisque le foncier, la vente du foncier alimente la ZAC, ce qui a l'avantage, l'AREA qui assiste au montage de cette ZAC, nous fait bien comprendre que même si c'est sur le long terme, il faut arriver à cette somme de 60 000 m² que nous avons amorti le plus possible au niveau de l'impact pour éviter d'avoir des bâtiments hauts, et l'équilibre donc d'une ZAC, si elle est bien pensée, si elle réfléchit, si elle ne fait pas d'à-coups, si elle ne prend pas de risques, et si en plus, en cours du montage de cette ZAC, comme c'est le cas actuellement, des investisseurs arrivent, proposition de résidence senior, pour des raisons de santé, etc. Tiens, comme par hasard, pour des raisons de santé, proposition d'autres
promoteurs sur des petites opérations, eh bien, nous sommes là pour gérer, composer, travailler avec eux, à partir du moment où ils jouent un simple jeu qu'on leur demande, c'est de respecter les fondements de ce que nous avons essayé d'instaurer. On continue. On arrive à des choses qui sont très simples, c'est-à-dire que, alors, ne prenez pas les toits plats, je dis pour tous les futurs visiteurs, nous ne sommes pas à Davos, il y aura des toits en pente. Parce que la neige, sur une terrasse, ça pose problème. Donc, pour le moment, ce sont des schémas. Lorsque l'on regarde cette typologie de logement, on voit que ces logements seront des logements de ce type. Il y aura des jardins. Ils ne seront pas des cubes, ce seront des choses qui seront riches en architecture. Et ces logements peuvent se faire face par face, c'est-à-dire qu'on a même, ça peut être une moitié de bâtiment, une autre moitié. Aujourd'hui, je crois que par année, c'est autour de 80 logements. Voilà. Et ben, si c'est 80 logements par an, on fera cette ZAC, 80 logements ou 120 logements. Les promoteurs, les investisseurs ne veulent pas de trop gros projets. On est là, on les assistera. Vous voulez faire ça? On fait ça. On fait le truc à partir du moment où ils respectent les lignes directrices. Deuxième typologie de logement, c'est les logements en pente. On se rend compte que ça peut donner des choses très intéressantes, très riches, très belles, sur le parc, etc. Troisième typologie de logement, c'est les logements dits intermédiaires.